Bonjour, alors voici la vidéo qui va permettre de compléter le polycopié du cours sur le chapitre 2 sur les cristaux. Alors si vous avez besoin du polycopié à trous, vous le trouverez sur Pronote ou sur mon site Alpha du Centaure dont j'ai mis le lien dans la description. Alors les cristaux, dès qu'on pense aux cristaux, on va penser tout de suite aux bijoux ou aux cristaux que certains collectionneurs peuvent avoir. Alors, en fait, il n'y a pas que des cristaux sous forme de bijoux, vous avez aussi beaucoup de métaux, beaucoup de cristaux très communs qu'on va trouver dans la nature, auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, le sel est un cristal, va se mettre sous une forme cristalline et c'est tout aussi courant que certaines variétés de métaux qui vont aussi se mettre sous forme de cristaux. Et on va avoir le même genre d'enchaînement que certains cristaux qui vont être très rares et qui vont être des pierres précieuses. Alors l'étude de ces cristaux, ça va s'appeler la cristallographie. Ça a été étudié assez tôt, hein, vers le XVIIIe siècle, et on a un minéralogiste français, donc qui s'appelle René Juste Haüy. Alors ça se prononce Haüy, hein, donc ça s'écrit H-A-U-Y, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, sur les différents types de cristaux. Et cette cristallographie, elle n'a pas cessé d'être étudiée et maintenant elle sert énormément dans la physique-chimie, dans les différentes analyses. Alors vous avez une petite vidéo dont vous avez le lien qui est sur YouTube, donc qui permet aussi de voir toutes les applications possibles de la cristallographie. Alors, dans la première partie, on va voir qu'est-ce qu'un cristal et quelles sont les conditions pour qu'on puisse appeler un solide un cristal, puisque tous les solides ne vont pas se mettre sous la forme de cristaux. Donc, vous avez des photos d'exemples de cristaux, hein. Donc, on a la pyrite, qui est un cristal de fer qui va cristalliser sous la forme de cubes quasiment parfaits qu'on peut trouver dans la nature, comme ça. Alors vous avez aussi des petits cristaux, la deuxième photo naturelle de sel, ce sont des cristaux de sel de table, NaCl, qu'on va appeler de la halite, qui cristallise aussi sous la forme de cube. Et vous avez par exemple un autre cristal qui s'appelle le béryl, qui lui ne va pas cristalliser sous la forme d'un cube, mais on va reconnaître des hexagones. Donc on va avoir des prismes à base hexagonale, quasiment encore une fois parfaites, qu'on peut trouver dans la nature. Alors, vous avez sur la page 1 et la page 2 une petite étude de documents. Donc, je vous laisse lire les documents 1, document 2 et document 3. Donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour les lire, sachant qu'il y a quelques petites questions derrière. Donc, document 2, c'est pareil, je vous laisse le lire. Le document 3, c'est la même chose. Donc là, on étudie un verre de table, comme vous pouvez avoir à la maison, qui va être fait de silice, donc SiO2, hein, c'est le principal, c'est pas le seul, c'est le principal constituant du verre. Et on va zoomer sur sur la structure microscopique, donc à l'échelle de l'atome, pour voir un petit peu comment ces atomes se rangent. Donc vous pouvez mettre en pause pour essayer de répondre aux questions, et après je vous indique la correction. Alors, voici la correction pour la première question. Donc, nommez le changement d'état physique subi par l'eau dans le bassin d'un marais salant. Donc, attention, certains élèves me parlent de cristallisation. Alors, la cristallisation n'est pas le changement d'état subi par l'eau. L'eau va être sous 3 états possibles, solide, liquide, gazeux, et à chaque fois qu'elle change d'état, on a un nom précis pour ce changement d'état. Donc le principe du marais salant, hein, est assez simple. Donc on va mettre des bassins de faible profondeur dans lesquels on va laisser l'eau de mer rentrer. Ensuite on ferme l'arrivée d'eau et on laisse agir tout simplement le soleil, le vent pour que l'eau s'évapore. Et l'eau va s'évaporer, mais le sel évidemment ne va pas s'évaporer puisque il peut s'évaporer mais à des températures beaucoup plus importantes. Et donc, il reste le sel qui va donc cristalliser. Mais l'eau en elle-même va subir une évaporation, alors, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, le nom
précis de ce changement d'état s'appelle une vaporisation. Voilà, donc l'eau de mer s'évapore sous l'action du soleil et du vent, elle subit donc une vaporisation. La cristallisation, c'est le phénomène physique que va subir le sel. Donc le sel, lui, va faire l'inverse de sa dissolution, c'est-à-dire qu'il va revenir à l'état solide, donc il va cristalliser. Alors, comment s'organisent les ions chlorure et les ions sodium dans le sel de cuisine? Deuxième question. Donc là, on le voit dans le document 2 et on voit que les cristaux de sel sont sous une forme cubique et si on zoome, on voit un empilement de cubes et si on zoome encore, on voit que ces ions chlorure Cl- et ces ions sodium sont rangés de manière régulière. On a une alternance à la fois à l'horizontale ou à la verticale ou en profondeur d'ions chlorure, ion sodium, ion chlorure, ion sodium, etc. Donc ces ions chlorure et ces ions sodium vont s'empiler de manière régulière. Alors, troisième question, comparer la forme géométrique de la maille et de celle des cristaux de chlorure de sodium. Donc les mailles sont les petits cubes qu'on voit dans le document 2, entre le cristal et l'image avec les ions. Donc ce sont tous les petits cubes qui vont s'empiler. Et en fait, c'est la forme géométrique qui va servir de support pour les ions. Donc les ions vont se ranger un peu dans ce petit cube. Donc ce cube, ça va s'appeler une maille. Et pour le chlorure de sodium, les ions vont se ranger dans une maille qui va être cubique, ce qui ne sera pas forcément le cas d'autres cristaux. On peut avoir des mailles qui soient complètement différentes. On a plein de formes différentes, que ce soit des parallélépipèdes, des prismes à base hexagonale, comme on a déjà parlé. Donc, dans le cas du sel, la maille et les cristaux de chlorure de sodium sont tous les deux des cubes. Donc, on va trouver un cube à la fois dans la maille et à la fois sous la forme des cristaux, c'est-à-dire à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Donc l'échelle macroscopique, c'est notre échelle. Quand on regarde un cristal de sel, alors évidemment c'est petit, mais si on regarde au microscope, on va voir que ça forme des cubes. Alors, à la question 4, à quoi se réfèrent les molécules intégrantes supposées par l'abbé Haüy? Donc, il avait un vocabulaire spécifique à sa génération, c'est quand même en 1781. Depuis, on a modifié un petit peu les mots de vocabulaire. Donc, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comme beaucoup de découvertes, il y a une part de hasard. Et il a laissé s'échapper un cristal de calcite qui avait une certaine forme. Donc il s'est brisé au sol en 1000 morceaux et il s'est rendu compte que chaque morceau avait exactement la même forme en plus petit que le cristal de départ. Donc c'est quand même incroyable de se dire que les morceaux gardent de la forme de départ. Pourtant, quand on casse un verre, c'est pas la même chose. Les morceaux de verre n'ont pas la forme du verre de départ. Tandis que pour un cristal, on retrouve cette forme pour chaque morceau. Donc plus ou moins grand, mais on retrouve cette forme-là. Et donc il s'est dit à juste titre, si je commence à couper chaque morceau de cristal que j'ai obtenu en morceaux plus petits, je retrouverai encore toujours cette même forme et on va la retrouver à une échelle de plus en plus petite jusqu'à obtenir le morceau le plus petit possible qu'on ne pourra plus trouver, un petit peu à l'image des atomes. Et donc il a appelé ça les molécules intégrantes et qu'on va empiler les unes aux autres et qui vont permettre de retrouver, de générer le cristal. Alors maintenant, nous, on a appelé ça des mailles. Donc les molécules intégrantes supposées par l'abbé Haüy correspondent aux mailles qui s'empilent de manière régulière. Alors la question 5, comment se différencie un solide cristallin d'un solide amorphe? Donc là, vous avez le verre dont l'image est juste à côté, ici. On voit que les différents atomes qui constituent le verre, donc les atomes de silicium et les atomes d'oxygène, sont rangés, mais de manière absolument pas régulière. Il n'y a pas d'ordre qu'on peut retrouver, il n'y a pas d'empilement régulier. Donc là, pour un solide cristallin, les atomes
et les mailles vont s'empiler de manière régulière, les atomes vont être rangés de manière régulière, tandis que dans un solide amorphe, ça n'est pas du tout le cas, donc on n'a pas d'arrangement ordonné. Donc c'est tout simplement ça qui, à l'échelle microscopique, va permettre de faire la différence entre solide cristallin et solide amorphe. Donc on a la réponse qui est un solide cristallin est constitué de mailles qui s'empilent de manière régulière, tandis que les entités dans un solide amorphe ne suivent pas d'arrangement ordonné. Alors, un solide, donc pour la conclusion, pour résumer tout ça, un solide est constitué d'entités chimiques. Donc les entités qui vont compléter les différentes mailles peuvent être de trois sortes. On a soit des atomes, alors c'est le cas par exemple du fer, vous prenez un clou en fer, il va être constitué de mailles remplies d'atomes de fer rangés de manière ordonnée. Donc là on a comme entité chimique des atomes. Ça peut être des ions, donc ça c'est le cas du sel de cuisine, donc on a des ions chlorure et des ions sodium qui alternent. Alors ça peut être des molécules. Alors là on a l'exemple tout simple de la glace, vous prenez un glaçon, à l'intérieur on a des molécules d'eau qui sont rangées d'une certaine manière, de manière bien ordonnée. Alors c'est un ordre qu'on peut retrouver un petit peu dans les cristaux de glace qui ont cette forme caractéristique. Et donc ces différents motifs vont compléter les différentes mailles. Alors à l'échelle microscopique, donc, on peut distinguer deux catégories de solides. Donc la première catégorie qui correspond aux solides sans forme. Donc on va les appeler des solides amorphes. Donc A c'est un préfixe pour indiquer qu'on retire quelque chose, et morphe c'est morphose, ça représente la forme. Donc les entités chimiques vont être sont disposées de façon désordonnée et n'ont aucune organisation particulière. Donc à l'échelle macroscopique, s'il n'y a pas d'ordre au niveau des atomes, il n'y aura pas d'ordre à notre échelle. Ça veut dire que les solides amorphes n'ont pas de forme géométrique précise. Donc le verre, par exemple, on va pouvoir le couler dans n'importe quel moule et lui donner la forme qu'on veut. Et quand le verre va casser, les morceaux de verre qu'on va obtenir auront des formes très différentes. Alors, exemple, donc, ce qui concerne encore les solides amorphes, dans le verre, les atomes de silicium et d'oxygène qui composent la silice, SiO2, son principal constituant, n'ont aucun arrangement particulier. Alors, à l'inverse des solides amorphes, on a les solides cristallins. Donc les entités chimiques sont disposées, à l'inverse, de façon ordonnée et régulière. Alors, on va décrire cet agencement grâce à ce qu'on appelle une maille, qui est la forme géométrique dans lesquelles vont s'inclure les différentes entités chimiques, et cette forme géométrique se répète de manière régulière. Donc les entités chimiques sont rangées à l'intérieur de la maille et les mailles s'empilent. Donc comme vous le voyez sur le côté, les mailles s'empilent pour redonner le cristal. Alors à l'échelle macroscopique, donc à notre échelle, cette organisation conduit à la formation de cristaux aux formes géométriques bien précises. Alors c'est relativement simple, vous avez deux dessins en dessous. Si la maille est cubique, donc les atomes se rangent de manière régulière dans cette maille cubique, le cristal aura une forme cubique, tout simplement. Donc, à notre échelle, quand on tient un cristal qui va être cubique, on sait déjà que les atomes se rangent à l'intérieur d'un petit volume qui sera cubique. Donc, on arrive à savoir comment les atomes vont se ranger à l'échelle microscopique, rien qu'en regardant la forme du cristal qu'on peut avoir dans la main. Alors, exemple classique qu'on étudiera après un peu plus en détail, donc le chlorure de sodium, couramment appelé sel de table, donc il y a pour formule NaCl. Il est constitué d'un empilement régulier d'ions chlorure Cl- et d'ions sodium Na+. Donc dans le cas du chlorure de sodium, on a à l'échelle macroscopique, donc à notre échelle, on a des cristaux cubiques. Donc vous voyez la photo du cristal de chlorure de sodium, qui sont obtenus par la répétition d'une maille qui va être elle aussi cubique et qui contient des ions.
Donc c'est l'empilement de ces mailles cubiques qui va donner un cristal cubique. Alors pour l'instant, on a vu l'exemple du chlorure de sodium, dont les ions vont s'empiler de manière régulière dans une maille cubique, mais on a beaucoup d'autres cristaux évidemment qui existent et on va avoir des mailles qui vont avoir des formes bien différentes. Donc on n'a pas que des cubes comme mailles. Alors là, on va avoir deux définitions qui vont nous permettre de voir tous les exemples possibles et qui vont nous servir pour la suite. Donc, un cristal, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un solide constitué d'un empilement régulier d'entités chimiques, atomes, ions ou molécules. Donc, c'est ça les différentes entités chimiques possibles. Alors ensuite, une maille, qu'est-ce que c'est? Ça va être le petit volume, c'est un volume dans lequel les entités chimiques vont s'empiler. Donc pour l'instant, on a vu comme exemple le cube, et c'est celui qu'on verra de manière un peu plus détaillée après. Mais il existe bien d'autres mailles possibles, donc vous avez des exemples en dessous. Donc on a la définition de la maille qui est une maille qui est le petit volume contenant les entités chimiques et qui se répète de manière régulière, on dit aussi périodique, pour former le cristal. Donc on a des empilements de mailles sur des milliards de fois, à la fois en longueur, en largeur, en profondeur, qui vont nous redonner le petit grain de sel qu'on peut avoir dans la main. Donc c'est un empilement de milliards de petits cubes. Alors pour avoir un cristal, la description complète d'un cristal, il faut 3 informations. Il faut connaître quelle va être la forme géométrique de la maille. Donc, est-ce que ça va être un cube? Est-ce que ça va être un parallélépipède? Est-ce que ça va être un prisme à base hexagonale, etc. Donc, on a besoin de connaître la forme géométrique de la maille. Ensuite, on a besoin de savoir quelles sont les entités qu'on va mettre dedans. Est-ce que ce sont des atomes, des ions, des molécules? Et là, une fois qu'on le sait, dernière information, on a besoin de savoir comment ces entités vont se placer dans la maille. Parce que j'ai beau savoir, par exemple, pour le fer, que ça va être une maille cubique et que ça va être des atomes de fer, j'ai aussi besoin de savoir comment ces atomes de fer vont se ranger dans la maille. Est-ce qu'on va mettre des atomes au milieu du cube? Est-ce qu'on va les mettre sur les sommets du cube? Est-ce qu'on va les mettre sur les faces, sur les arêtes? Donc il y a beaucoup de positions possibles qui vont donner différents types de cristaux possibles. Donc on a 3 informations qui vont définir un cristal: la forme géométrique de la maille, la nature et la position des entités dans la maille vont définir le type de cristal. Donc vous avez un exemple en dessous, il y a 7 formes de mailles possibles. 7, c'est un nombre qu'on retrouve très souvent, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 nains dans Blanche-Neige par exemple aussi. Donc cette forme, alors ça a été démontré géométriquement, il n'y a pas d'autres formes possibles. Et pour chacune d'elles, on a plusieurs façons de placer les entités chimiques à l'intérieur. Donc suivant ces différentes manières, on va obtenir 14 types de cristaux possibles, qu'on va appeler des réseaux. Donc les 7 formes ne sont absolument pas à savoir, c'est juste pour savoir qu'il existe d'autres formes que le cube. Donc le cube, c'est le premier qu'on voit, donc une base carrée, face carrée. Mais on peut avoir beaucoup d'autres exemples. Donc on a le prisme quadratique, alors, il y a des noms un peu bizarres, prisme orthorhombique, prisme monoclinique, prisme triclinique, prisme rhomboédrique et prisme hexagonal. Donc à chaque fois, ils ont des caractéristiques de comment est la base, comment sont les faces. On peut avoir des rectangles, des parallélogrammes, des losanges, etc. Donc nous, on va se cantonner au premier exemple, le cube. On a déjà beaucoup de cristaux qui ont cette maille, donc ça fait déjà beaucoup d'études possibles. Alors là, vous avez un exemple des 14 types de cristaux possibles. Donc vous voyez, chaque ligne correspond à un type de maille possible. Donc on a la maille cubique, on a la maille quadratique, orthorhombique, etc. Et les différentes colonnes, c'est la manière dont on peut ranger les atomes, les molécules ou les ions à l'intérieur. Donc la plus simple, la première case, ça s'appelle le cubique simple, n'a pas été chercher très loin le nom,
Et on voit qu'on va mettre les atomes, si je prends l'exemple des atomes, au sommet du cube. Et donc on va appeler ça la maille cubique simple. Ensuite, celle qui est juste à côté, on va appeler ça la maille cubique centrée. Donc qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a un atome au centre. Donc c'est cubique centré. Alors, le troisième n'existe pas d'un point de vue géométrique, et le quatrième, c'est la maille cubique toute face centrée, qu'on va aussi appeler maille cubique face centrée. Alors, elle a toujours les atomes au sommet, hein. De toute façon, ils ont tous les exemples ont des atomes au sommet, mais il n'y a pas d'atomes au centre, par contre, il y a des atomes au centre des faces. Et vous avez ça pour à peu près toutes les mailles, et ça nous fait 14, au total 14 réseaux, 14 types de cristaux qu'on va appeler les réseaux de Bravais. Donc voilà les deux structures qu'on va étudier dans le grand 3, donc le réseau cubique simple et le réseau qu'on appelle cubique face centré.